Merci Laura de nous avoir rejoint. Laura Pouget, on va prendre la direction avec vous et grâce à vous du Donbass où les Russes sont à l'offensive. Alors certes, pas de grandes avancées, mais c'est constant, un peu là aussi comme une forme de rouleau compresseur, village après village. Dernière information, Christophe, une frappe russe a endommagé hier ce barrage situé dans le Donbass, dans l'oblast de Donetsk, juste à côté du village de Stary Terny. Ici, ce n'est pas n'importe quel barrage, puisque si j'élargis le cadre, vous allez voir, il s'agit de celui du réservoir de Kourakove, ville actuellement ciblée par les Russes. Son réservoir d'eau, ici, lui sert de défense naturelle contre les assauts. C'est pourquoi les forces de Moscou tentent actuellement de le contourner pour enserrer la ville. Selon l'ISW, elles ont peut-être frappé le barrage pour provoquer des inondations importantes à l'ouest et compliquer la défense ukrainienne de la zone. Elles visaient aussi peut-être à empêcher les forces ukrainiennes d'utiliser la route N15, que vous voyez ici en jaune, qui traverse Kourakove et permet d'assurer le ravitaillement de la ville. À ce stade, l'étendue des inondations n'est pas connue et elles peuvent aussi mettre en difficulté les forces russes. Mais cette stratégie illustre leur détermination à avancer dans le Donbass, coûte que coûte. Il faut aller vite, car si un cessez-le-feu survient, tout territoire conquis le sera durablement. Alors ils poussent comme des fous, me confirmait tout à l'heure notre consultant Didier François. Laura, la différence de ce que l'on a souvent dit sur ce plateau, sur d'autres aussi, on a dit qu'ils poussent, mais qu'ils stagnaient. Là maintenant, ils poussent, mais ils avancent. Ils avancent, exactement, Christophe. Regardez, c'est la prise de Vuhledar, le 1er octobre dernier, qui leur a permis de progresser au nord jusqu'à se rapprocher de Kourakove. C'est aussi cette prise de Vuhledar qui leur a permis de progresser à l'ouest jusqu'à se rapprocher de Velika Novosilka, ici, à la frontière des oblasts de Donetsk et de Zaporijjia. Tout comme la prise d'Avdivka en février leur avait permis d'approcher Pokrovsk à une 60aine de kilomètres. Selon les travaux de ce cartographe que vous voyez ici, au 31 octobre, Moscou occupait 64% de l'oblast de Donetsk. C'était 61% au 30 août et 59% au 30 juin. Un grignotage, selon l'expression consacrée, visible en carte sur le terrain, mais aussi dans les chiffres. Merci beaucoup Laura pour toutes ces précisions précieuses. Arthur Königsberg, cette technique, beaucoup s'en sont gaussés, des spécialistes, même des militaires, en disant les Russes, ils dépensent des hommes, du matériel, mais ils n'avancent pas. Mais est-ce que c'est pas la technique russe quelque part ? C'est-à-dire que c'est implacable, mètre par mètre, des mètres qui ne perdent jamais après les avoir gagnés. Oui, bien sûr, c'est la technique russe aujourd'hui qui leur coûte énormément d'hommes, mais c'est leur technique. Et effectivement, on voit sur ces chiffres qu'elle marche plus ou moins. Ils grignotent des territoires, ils avancent. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en totale incapacité de reprendre ces territoires. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, effectivement, il leur manque du matériel. Et il faut se souvenir que lors quasiment de tout le premier semestre 2024, ils ont été coupés de l'aide militaire américaine parce que ça bloquait au Congrès. C'est ce que disait d'ailleurs l'un des responsables dans le sujet de Clément tout à l'heure. C'est-à-dire que les 6 mois, c'était même un officier sur le terrain, les 6 mois ont été terribles. 6 mois de retard. Et on n'a pas comblé aujourd'hui ces 6 mois de retard. Non, on n'a pas comblé. Mais on voit que, alors pas les États-Unis, mais en tout cas l'Europe, elle, monte en puissance dans cette aide militaire à l'Ukraine. Et il y a des données importantes sur ce qui est des obus de 155 mm. Oui, alors on a vu ça ce matin, 980 000 obus ont été livrés, là aussi. On sait parfois de ce manque d'efficacité, ça arrive. Et on devrait avoir 1,5 million d'obus livrés à l'Ukraine d'ici la fin de l'année 2024. Et cette montée en puissance, elle est vraiment caractérisée peut-être aussi par une entreprise française, Nexter, qui produit ces obus pour les canons César. Avant la guerre, ou juste après, elle était capable de produire 50 000 de ces obus. Et grâce aux subventions européennes et à la réaction européenne sur ce sujet, d'ici 2 ans et demi, elle devrait être capable d'en produire 400 000 par an. Ça, c'est la montée en puissance de l'Union européenne. Vincent, cette technique russe, on a souvent partagé, c'est ce que je disais, ces analyses en plateau en disant... l'une des meilleures armées au monde, qui n'arrive pas à gagner 1 kilomètre ou 2. Mais elle en gagne des kilomètres et elle en use des Ukrainiens, et notamment l'arsenal, le peu d'arsenal dont disposent les Ukrainiens. C'est l'axiome majeur de la Poutinie depuis le début. Le temps travaille pour nous.
nous sommes engagés dans une guerre d'attrition, comme on dit, une guerre d'usure, donc une guerre au long cours. Petite nuance quand même sur le postulat selon lequel l'armée russe ou soviétique hier ne perdrait jamais les positions conquises. Souvenez-vous des succès de la première contre-offensive ukrainienne, deuxième semestre 2022, région de Kharkiv, pour donner un exemple, et bien plus à l'ouest et au sud, région de Kherson. Donc il n'est pas écrit que les Russes tiennent toujours les positions. Simplement, ce qui... Oui, mais on a souvent dit, Vincent, et vous étiez là, que c'était une technique. Ils ont consolidé leur base et leur zone de repli derrière, et là, les Ukrainiens n'ont jamais pu les prendre. Voilà, alors maintenant, effectivement, il se trouve qu'il y a un glissement du rapport de force qui, de fait, est relativement favorable aux Russes. Il faut savoir quelle sera la qualité des dispositifs défensifs qui, aujourd'hui, sont installés autour de Vuhledar et à l'ouest des oblasts convoités par la Russie. Et puis, n'oublions pas, encore une fois, on y reviendra peut-être, ce facteur permanent qui est que, alors pour reprendre une image très en vogue à Kiev, les Ukrainiens continuent de se battre avec une main liée dans le dos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les instruments qui permettraient d'aller à la source du matraquage, en termes d'artillerie et de missiles, des Russes sur leur territoire. Alors, on va en parler, justement. Je souligne quand même, pour nos téléspectateurs, ça vaut le détour. Vous parliez de Poutini tout à l'heure. Bienvenue en Poutini. Il y a quelques articles, dont les vôtres, assez savoureux pour comprendre énormément de réflexions ou de réflexes que nous n'avons pas pour voir ce conflit et d'autres, bien évidemment, sur l'ambiance qui règne au Kremlin et notamment chez Vladimir Poutine. Mais on va parler de cette décision de Moscou d'accélérer ses offensives, de gagner du terrain, pendant que l'administration Trump doit attendre encore pour prendre les commandes du pouvoir et peut-être imposer une solution négociée dans cette guerre. Selon les services de renseignement britanniques, les Russes vont dans les prochains jours multiplier les attaques, notamment grâce aux bombes volantes et aux drones. Et pour cela, on construit de nouveaux sites de lancement proches des frontières, une situation qui inquiète Kiev, qui d'ailleurs a annoncé ce week-end tenter de renforcer ses défenses aériennes dans plusieurs endroits stratégiques du pays, les grandes villes bien évidemment, mais également les centres énergétiques. On va écouter cette inquiétude du côté de la présidence ukrainienne et on va écouter Volodymyr Zelensky. Les frappes de nos forces sur les arsenaux russes ont réduit la quantité d'artillerie utilisée par l'occupant, ce qui est perceptible sur le front. C'est pourquoi nous avons besoin de décisions de la part de nos partenaires, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, sur les capacités à longue portée. C'est essentiel. Plus nos missiles et nos drones pourront frapper loin, moins la Russie disposera d'une réelle capacité de combat. Alors on peut y revenir si vous voulez, on notera que le nom de la France n'est pas dans cette supplique de Volodymyr Zelensky, mais revenons sur le premier nom qui apparaît sur la liste, Anne Kratz, les États-Unis, ce go, ce feu vert, eh bien ils ne l'ont toujours pas et là je vous demande votre avis, est-ce qu'ils l'auront avant janvier, avant que Trump prenne le fauteuil du bureau ovale ? Comme je le disais à l'instant, il est possible que le président Biden veuille finalement donner le feu vert, mais ça sera beaucoup trop tard. J'ai eu l'occasion sur ce plateau de dire que je pense que la conduite de la guerre en Ukraine de la part de l'administration démocrate, que normalement je soutiens, a été faite avec un cynisme absolu et aussi avec un manque d'intelligence stratégique absolument évident. Donc là, paradoxalement... Pourquoi c'est intéressant de développer ce point, parce que vous parlez de cynisme et d'erreur, alors volontaire ou pas, parce que les Américains, en général, sont plutôt pas mauvais sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'entends par cynisme que, dès le départ, ils ne leur ont pas donné les moyens de gagner. Je pense qu'ils n'auraient jamais pu gagner, par exemple, ils n'auraient pas pu envahir le territoire russe et gagner la Russie en tant que pays. Ça, c'est impossible, la Russie est trop grande. Mais ils auraient pu gagner, ils auraient pu se mettre dans une véritable position de force. Mais on ne leur a pas donné l'équipement dont ils avaient besoin. Et donc tous les conseillers américains qui étaient sur le terrain, en plus, leur ont donné des instructions sur la conduite même de la guerre qui étaient à la fois archaïques,
avec cette guerre de tranchées, avec par exemple, qui leur a donné l'idée, si ce n'est pas les conseillers américains, d'aller à Koursk. C'est pas une bonne idée, à mon avis. Ça n'a jamais été une bonne idée. On dit que les Ukrainiens ont pris cette décision sans en avertir les États-Unis. Vous le croyez, ça ? Écoutez, je ne vois pas très bien comment ils peuvent faire ça. Vous êtes 3 sur le plateau et il n'y en a pas un qui le croit. Il y a des dizaines, même de milliers de conseillers américains, à la fois du Pentagone et de la CIA, sur le territoire ukrainien. Et vous me dites qu'ils ont envahi Koursk sans que les Américains... Non, je ne vous dis pas, je vous demande. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, de toute façon... À ce point au point où nous en sommes, on est en train, il me semble que vous êtes tous en train de refaire l'histoire de ce qui s'est passé. Ça ne vaut plus la peine, malheureusement. Ce à quoi il faut se préparer, c'est comment les Ukrainiens pourront sortir de cette désastreuse guerre la tête haute. Ils sortiront la tête haute parce qu'ils se sont bien battus. Et Zelensky, quoi qu'il arrive avant, après, pendant, sa place dans l'histoire est acquise. Le courage des Ukrainiens est également sans conteste. Mais après cela, il va falloir être réaliste. Et il va falloir se demander qu'est-ce que peuvent faire les Ukrainiens. Je vous rappelle tout de même que Zelensky lui-même a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que le Donbass, justement, peut-être qu'il pourrait considérer que ça pourrait appartenir... Parce que la population ne soutenait pas spécialement Kiev. Alors, donc ça, c'est déjà une chose. Et on peut aussi s'imaginer que Poutine, qui sera contraint de transformer ce qui est une défaite, en fait, pour la Russie, en une victoire, pourrait se contenter du Donbass et de la Crimée. Ces deux choses-là sont pour les Russes absolument non négociables. Mais elles sont pour les Ukrainiens négociables. Et contrairement à ce qui a été dit, au sujet de la Crimée, je pense que la Crimée aussi est négociable. Donc si le Donbass et la Crimée sont négociables, bon... Là, on sent une ouverture vers une possibilité que les Ukrainiens s'en sortent la tête haute. C'est surtout ça qui est important pour eux et pour le monde occidental. Quant aux Russes, on se fiche un peu de ce qui va leur arriver. On est à peu près certain que Poutine sera quand même capable de continuer à gérer le pays. C'est pas ça qui va le faire tomber.